Eh bien, bonjour à tous. Je vais vous présenter, en quelque sorte, c'est difficile à dire, ce que l'être humain nomme Dieu, c'est-à-dire le principe créateur de l'univers, ce qui produit les atomes, ce qui produit la mécanique universelle, les planètes, les étoiles, simplement par la dualité magnétique. Je vais essayer en même temps de vous expliquer ce qu'est cette dualité magnétique, parce que c'est tout de même un problème très très important. C'est la dualité magnétique qui est le fond de la chose, le fond même de l'univers. C'est le producteur, c'est lui le créateur de l'univers. Alors on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler comme on veut, ça n'a pas d'importance. Rien ne démontre que Dieu n'existe pas en dehors de cela. Je ne peux pas je ne peux pas l'affirmer. Je dis simplement que moi, ce que je vous explique, c'est un principe créateur qui explique tout l'univers, de l'atome à la galaxie. C'est pas mal quand même, hein. Et c'est assez rare. Alors avec un peu de prétention. Alors voilà, je vais vous présenter donc 3 appareils qui montrent la trinité de l'univers, c'est-à-dire l'univers en trois composantes. Alors que dans la théorie actuelle, il n'y a que 2 composantes, c'est-à-dire équilibre instable, parce qu'on ne tient pas sur 2 pieds. Nous, on tient sur 2 pieds, mais on a le cerveau qui lui permet de tenir debout. Alors que la mécanique universelle tient sur 3 pieds, c'est-à-dire c'est un système ternaire d'équilibre, et non pas 2 pieds, non pas binaire. Alors, si vous permettez, je vais vous montrer comment. Non seulement si vous permettez, mais je vais vous le montrer parce que c'est vraiment très important. Alors voilà, ici j'ai 3 appareils. Un appareil qui vous montre ce qu'on peut faire avec la production, avec l'énergie magnétique. Ensuite, comment fonctionne l'univers, la galaxie, le système planétaire, système Terre-Lune, Terre-Soleil, etc., par un principe créateur. Et je vous montrerai ensuite comment fonctionne le système planétaire avec le Soleil au centre, le système le planétarium, avec le Soleil au centre, la Terre et la Lune, les aimants, ce sont des aimants qui vont tourner. Alors je vais vous montrer tout ça. Si vous n'êtes pas trop pressé, on va quand même en discuter un petit peu. Bon, alors, cette théorie, cette découverte a été faite en 1955, après 20 années, de recherche sur les énergies magnétiques. Lorsque j'avais 12 ans, je me suis opposé au principe de Newton. Ah, la grosse affaire. Le principe de Newton, depuis 320 ans, est le sommet de la connaissance, le sommet de ce qui explique l'univers. Ben, c'est pas vrai, c'est faux, c'est absolument faux. Le principe de Newton est établi sur 2 pieds. D'une part, la gravitation, qui est une force unipolaire. Or, une force unipolaire n'est pas valable parce qu'avec un seul pôle, on ne peut pas, avec une seule énergie, on ne peut pas créer un univers. Il faut une énergie et en même temps son contraire, comme par exemple l'attraction magnétique et la répulsion magnétique. Avec ces 2 forces, on peut créer un atome. Et donc l'atome peut créer la matière et ensuite la matière devient univers. Alors je vais donc essayer d'expliquer tout cela. Et je suis certain que vous allez comprendre parce que c'est extrêmement simple, avec un peu d'attention bien entendu, extrêmement simple. Alors, nous avons ici un système qui représente le principe de Newton. Le principe de Newton, c'est la Terre qui attire la Lune. Ah, j'y arrive. C'est rare, j'y arrive quand même. Alors, voyez-vous, ici, j'ai la Terre qui est ici. Je touche à peine la Terre, la Lune s'en va. Parce que forcément, c'est un équilibre instable. Ça tient debout, c'est à la limite. Il ne faut pas trop demander. Alors, ici, j'ai la Terre, j'ai la Lune. Je touche à peine la Terre, la Lune s'en va. Si une mouche se pose sur la Lune, et c'est fini dans l'équilibre newtonien. C'en est terminé. Parce que c'est absolument impossible. Entre deux forces attractives, par exemple, entre deux pôles de même nom, vous mettez un objet au milieu, n'importe quoi, un crayon au milieu, qui est attiré au milieu. Eh bien, il est absolument impossible de trouver le milieu. Parce que si je fais ça, l'autre s'en va, si je fais ça, celui-ci tombe là, et si je fais ça, c'est un peu spécial. Si je fais ça, la Lune tombe par ici, et si je fais ça, la Lune tombe sur la Terre. Il n'y a pas de milieu exactement ici, c'est un point géométrique. Une ligne géométrique, donc qui n'a pas de surface, pas de volume. Elle a une chance sur 100 milliards de pouvoir se trouver exactement au milieu sans être attirée par la Terre ou partir dans l'espace. C'est absolument impossible. Alors moi j'avais 12 ans quand je me suis aperçu de ces systèmes-là. Bon, c'est pas pour me vanter d'avoir commencé très jeune, mais il est vrai que ça m'a sauté la figure. J'ai dit à mon petit camarade qui s'appelait Zoé, un petit
une ordre de classe. Dans les écoles, on avait des petites tables à 2 places. Alors moi, j'étais à droite, j'étais à gauche, et puis le professeur nous a expliqué un petit peu vaguement ce qu'était la mécanique universelle. Il n'a pas dit que c'était Newton, mais enfin, il a expliqué. Il a dit, voilà, bon, voilà comment fonctionne l'univers. Alors il m'a montré un truc. J'ai dit à mon petit copain, il est fou le prof. Comment il est fou? Ben, ça marche pas son machin. Comment ça marche pas? Il n'avait rien compris. Forcément, il ne pouvait pas comprendre. Le monde entier croit que ça marche. Et moi, personnellement, un pauvre petit gars, ça m'a dit non, ça ne marche pas. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien si, ça ne marche pas. Alors, je me suis mis dans la tête que la science était fausse. Un jour, je rencontre le comte de Saint-Hilaire, qui était un horloger, et juste avant de rentrer à l'école d'horlogerie, mais pas juste avant, quelques années avant, 3 ou 4 années avant, je rencontre le comte de Saint-Hilaire, qui me dit, il y a une chose qu'on ne pourra jamais faire, c'est un mouvement perpétuel. Oh, comment on ne pourra jamais faire un mouvement perpétuel? Ça m'a fait beaucoup rire. Je dis, c'est pas possible. Non, la science dit que c'est interdit. Impossible. Eh bien, si la science dit que c'est impossible, moi, Léon Raoult-Lathème, je vais le faire. Et si je ne réussis pas, je dirai pourquoi ça ne fonctionne pas. Oh, faut être un peu prétentieux, mais pas prétentieux quand même. Quand on a 13 ans, on est un petit peu extravagant. On dit, lui ne sait pas, mais moi je sais. Non, non, je ne sais pas. Mais j'ai cherché pendant 20 ans à réaliser un mouvement perpétuel. Et un jour, j'en ai pleuré tellement c'était beau, j'ai découvert la dégravitation. La dégravitation, c'est-à-dire, j'attendais une force, même pas une force, j'attendais quelque chose qui supprimait l'énergie magnétique après avoir rapproché 2 pôles, un nord et un sud qui se rapprochent, il fallait ensuite les éloigner. Eh bien, j'ai trouvé comment il fallait les éloigner. Je vais vous l'expliquer en détail. Alors, c'est un peu personnel. Mais je vous dis, j'en ai pleuré tellement j'étais heureux d'avoir trouvé cette chose-là en 5 minutes. En 5 minutes. J'ai trouvé tout l'univers, j'ai compris toute la mécanique universelle. La Terre, la Lune, le Soleil, les étoiles, la galaxie. J'ai tout compris. En moins de 5 minutes. Alors, j'ai dit à ma femme, voilà, il se passe ceci, il se passe cela, il se passe ceci, il se passe cela. Oui, mais. Ah. Eh bien, j'ai acheté ensuite l'astronomie populaire de Camille Flammarion, un très gros bouquin. Et j'ai commencé à lire. Oh, ça je l'explique, ça je l'explique, et ça je l'explique, et ça je l'explique avec ma théorie. Alors que la science, elle est là, bon, elle constate, elle dit, bon, c'est comme ça que ça fonctionne, mais non, elle dit, je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors que moi je dis, non, c'est comme ça que ça fonctionne. Et non pas je crois, je suis certain que c'est comme ça que ça fonctionne. Je crois que c'est très important. Alors c'est ce que je vais vous expliquer avec mes appareils qui sont là. Je vais les mettre en route, mais je vais d'abord vous expliquer à la suite les uns des autres, parce que mettre tout en route, c'est très bien. D'ailleurs, je vais le faire, mais je vous expliquerai pas en détail tout ce qui va se produire. Alors, si vous permettez, je commence par le premier. Donc, je vous ai montré le principe de Newton. Donc, le principe de Newton ne tient pas, il n'est pas valable, parce que la Terre qui attire la Lune, c'est bien, d'accord, mais seulement, une fois qu'elle a attiré la Terre, une fois que la Lune a attiré la Lune, il faut ensuite que ça reste là. Or, ça ne peut pas rester. Ça ne peut pas rester comme ça. Parce que la Terre attire la Lune, mais il y a une force d'éloignement, c'est-à-dire l'énergie cinétique, qui éloigne, la force d'inertie, qui éloigne la Lune de la Terre. Eh bien, la Terre se trouve là, la Lune se trouve là, au milieu, non pas Dieu, pardon, la Terre se trouve là, la Lune se trouve là, et il y a ici une force qui l'éloigne. Donc c'est absolument impossible d'être au milieu. Alors voilà, il faut 3 pieds pour tenir debout, et non pas 2. La Terre, d'après Newton, elle attire la Lune, et la Lune est envoyée avec une pichenette, un lance-pierre, une grosse Bertha. On prend la Lune, hop, on envoie la Lune autour de la Terre. Elle va se mettre à tourner indéfiniment comme ça autour de la Terre. Eh bien non, ça ne marche pas, c'est pas possible, c'est absolument impossible. Alors voilà, autre solution. Je vais vous expliquer comment fonctionne la gravitation. Ce qu'est la gravitation avec du champ magnétique. C'est-à-dire, je vais vous expliquer avec une double polarité, attraction-répulsion, je vais vous expliquer comment fonctionne la gravitation unipolaire, qui ne reste pas unipolaire, mais qui donne la sensation d'unipolaire. Je vais vous expliquer. Vous avez ici un petit appareil. Bon, on va le voir en plus gros détail, mais j'ai ici un aimant. Un aimant qui tourne avec un petit moteur. Alors, non. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle l'horloger de l'univers.
je suis horloger. Et tous les gens qui ont lu mon livre disent, mais monsieur Athème, il y en a même qui m'ont traité qui m'ont dit, vous êtes Dieu. Ne charrions pas. Ne charrions pas. Non, je ne suis pas Dieu. Mais j'ai quand même découvert une chose extraordinaire. Alors, je vais vous montrer comment fonctionne la gravitation avec une force double, avec une force attraction-répulsion. C'est énorme, c'est énorme. Alors qu'on va maintenant transformer cette double polarité, ou cette double fonction, en une seule. Il suffit simplement ceci, vous allez voir. Je vais tourner un aimant ici, avec un moteur. Alors, je suis horloger, ne vous inquiétez pas. Hein. Alors, je fais tourner un moteur. Je donne une petite énergie. Ouais, il en sort. Il n'y a pas d'électricité là-dedans, il n'y a pas d'autre magnétisme que les éléments qui tournent. Hein. Alors, j'ai un aimant ici qui tourne. Ici, vous voyez, celui-ci, il s'avance, attirer, repousser, attirer, repousser. Voyez, alors, il n'y a pas d'attraction. Et maintenant, si je vous pose une question, comment faut-il faire pour que ces deux aimants s'attirent en toute position relative, quelle que soit cette position, que ce soit comme ceci, ou comme cela, il faut que ces deux aimants s'attirent toujours, sans se repousser. Oh, comment on va faire? Eh bien, voilà ce qu'on va faire. Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Ici, pas d'attraction. Et maintenant, voilà. Hop. Et l'attraction, c'est devenu gravitation. L'attraction magnétique est devenue gravitation, c'est-à-dire uniquement attraction sans répulsion. C'est pas mal quand même, hein? Eh bien, nous avons ici deux phénomènes. Nous avons d'une part l'attraction et d'autre part la dégravitation. Qu'est-ce que c'est que la dégravitation? On peut en parler. La dégravitation, c'est lorsque deux pôles s'éloignent simultanément l'un de l'autre. Ils ne s'attirent plus. Plutôt, ils s'attirent toujours parce que l'attraction n'est pas supprimée. Mais l'attraction est, comment dirais-je, le freinage est supprimé. Il n'y a plus de frein. On va expliquer ça en détail. Pour le moment, voici ce qu'on peut constater. J'ai un aimant qui tourne et l'autre qui tourne en synchronisme. Et là, il s'attire. Eh bien, voilà ce qu'est la gravitation. Voilà ce qu'est la gravitation dans les étoiles, dans les planètes, entre le Soleil et la Terre. C'est l'harmonie des rotations polaires. On peut en parler tout de suite d'ailleurs. Une galaxie, 100 milliards d'étoiles. 100 milliards d'étoiles qui tournent toutes en rotation synchronisée. Toutes en rotation synchronisée. Et s'il n'y avait pas cette harmonie dans l'univers, il n'y aurait pas d'étoiles, il n'y aurait pas de galaxies, il n'y aurait pas de système solaire, il n'y aurait rien qui pourrait tenir debout. Il y a l'harmonie. Plus le mouvement orbital, plus encore, avec ce mouvement orbital, une stabilité qui se produit dans l'univers absolument indestructible. Un système ternaire en équilibre reste indéfiniment, éternellement en équilibre. Je vais vous montrer comment. Regardez ici, par exemple, nous avons les deux aimants qui tournent en rotation synchronisée. Non seulement ils tournent en rotation synchronisée, mais ils produisent de l'énergie. Je vais le prouver. Ici, le moteur fait tourner un aimant. Il ne fait pas tourner celui-ci. Celui-ci tourne par synchronisme symétrique, des pôles magnétiques. Et regardez ce que je fais. J'essaie d'arrêter. Il ne veut pas s'arrêter. Il ralentit et repart aussitôt. Mieux encore, mieux encore. Si par exemple celui-ci tourne comme ça, je le fais tourner comme ça, je vais essayer. Il tourne comme ça, je vais essayer de le faire tourner comme ça. Eh bien non, il ne veut pas s'arrêter. Il ne veut pas tourner dans l'autre sens. Il veut tourner dans le sens où il est entraîné par l'aimant qui se trouve à côté. C'est la preuve formelle. C'est la preuve formelle que ma théorie est juste. Nous avons ici, effectivement, des pôles magnétiques qui sont en rotation synchronisée, en harmonie. Ils ne peuvent pas faire autrement. Si je fais ça, l'autre fait ça, si je fais ça, l'autre fait ça. Automatiquement, c'est absolument impossible de faire autrement. Ce sont des aimants. Si vous avez un petit peu joué avec des aimants, vous devez savoir comment fonctionne un petit peu. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais vous dites, il y a quelque chose qui se produit. Entre deux pôles, il n'y a rien, et pourtant il y a quelque chose. Quand je fais ça, l'autre fait ça, c'est énorme, c'est absolument fantastique. Et bien voilà, c'est ça que j'appelle Dieu. Pourquoi Dieu? Parce que c'est cela qui va créer l'univers. C'est avec ce système qu'on va produire tout l'univers depuis l'atome jusqu'à la galaxie, même bien avant l'atome, depuis le grain d'éther. C'est encore bien pire que celui-là. Si vous savez ce que c'est qu'un éther, que l'éther. Alors regardez ce que je fais. Maintenant, je vais faire une chose. Il tourne dans ce sens. La preuve que j'ai raison, en plus, c'est que ceci se produit également. Je fais ça dans l'autre sens, comme ceci. Eh
bien là, c'est absolument impossible en physique. Déjà tout à l'heure c'était impossible, mais encore là c'est bien plus impossible. Parce que vous avez deux aimants qui sont contraires l'un de l'autre, et qui tournent en sens opposé. C'est énorme, c'est énorme. Là on a la preuve dans la dégravitation. On a la preuve que lorsque deux pôles magnifiques sont en présence, s'ils s'éloignent mutuellement, ils se dégravitent. Je peux vous l'expliquer, disons, mathématiquement, si on veut. Mathématiquement, oui, je vais essayer de vous le faire. C'est pas long. Vous avez, par exemple, pour faire la gravitation, c'est-à-dire pour faire l'attraction magnétique, vous avez un pôle nord, un pôle sud. Les deux pôles s'attirent. Celui-ci est fixe. Bon, fixe, bon, il ne bouge pas. Celui-ci, il est loin là-bas, et il s'approche. 2 fois plus près, 4 fois plus d'attraction. 2 fois plus près, 4 fois plus d'attraction. 2 fois plus de chemin, 4 fois plus d'attraction. 4 fois plus d'attraction. 2 fois plus de chemin, encore plus 4 fois plus d'attraction. Et encore 2 fois plus de chemin, 4 fois plus d'attraction. Chaque fois qu'il se rapproche, il est accéléré 4 fois plus rapidement. Pour 2 fois plus de chemin parcouru. Si, au lieu d'avoir un seul pôle qui se rapproche, les deux pôles se rapprochent simultanément, je multiplie encore la production par 4, l'accélération par 4. Celui-ci tombe sur celui-ci, mais si en même temps je fais ceci, je multiplie l'attraction, c'est-à-dire que c'est exactement comme si je doublais le chemin de celui-ci spontanément. Au lieu de faire 2 fois, il faire 4 fois le même chemin pour le même résultat. Ce qui fait qu'on a 16 fois plus d'attraction au lieu de 4. Je ne sais pas si vous avez compris, mais il suffit simplement d'un peu de réflexion, et chez vous, vous allez vous amuser avec des aimants, même avec des petits bâtons comme ça, avec 2 crayons, un pôle nord, un pôle sud, vous dire voilà, j'ai un aimant ici, un aimant là. Ils s'attirent mutuellement, celui-ci se rapproche, il s'attire avec une telle force. Mais si pendant le même temps, celui-ci, l'autre a fait le même chemin, il s'attirait 4 fois plus vite, 4 fois plus de chemin, 4 fois plus de puissance. Ça, c'est énorme. Alors, la dégravitation, qu'est-ce que c'est? Ah, il a fallu que je trouve cette chose qui m'a fait tellement pleurer quand j'avais 33 ans. Cette chose énorme, parce que Einstein venait de mourir. Il aurait tant aimé savoir. Il n'a pas su, il est mort sans savoir. Et moi, je m'amène 3 semaines plus tard, et je dis, monsieur Einstein, j'aurais pu savoir, j'aurais pu vous expliquer, vous n'êtes pas là pour le faire. J'étais très ému à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est que la dégravitation? J'ai un pôle fixe, un pôle qui s'éloigne. 2 fois plus de chemin, 4 fois moins de vitesse. 2 fois plus de chemin, encore 4 fois moins de vitesse. 2 fois plus de chemin, encore 4 fois moins de vitesse. Tant que celui-ci est là, celui-ci sera freiné jusqu'au moment où, à force d'être freiné, tout le temps freiné, jusqu'à l'infini, parce que le champ magnétique va à l'infini, pour une raison que je peux vous expliquer également. Vous avez donc un pôle nord, ici, un pôle sud qui s'éloigne. 4 fois plus de vitesse, 4 fois moins de vitesse, pour 2 fois plus de chemin parcouru. Pour éviter qu'il y ait le freinage, il suffit simplement que pendant que celui-ci est ralenti de 4 fois sa vitesse, il suffit que celui-ci soit 4 fois moins fort. Or, pour 4 fois moins fort, il suffit qu'il fasse exactement le même chemin. Et à ce moment-là, nous avons, selon la loi de Coulomb, 4 fois moins d'attraction ici, et 4 fois moins d'attraction, 16 fois moins d'attraction. Oh, 16 fois moins d'attraction. C'est la libération, c'est-à-dire c'est la suppression du freinage, c'est la suppression de l'attraction magnétique. Il y a l'attraction, on ne peut pas supprimer l'attraction, elle est là, c'est le fondement de la chose. Mais on ne peut pas la supprimer. Mais par contre, on peut jouer avec. Alors, nous avons 2 pôles qui se rapprochent en s'accélérant, 2 pôles qui s'éloignent en se dégravitant. Oh, 2 pôles qui se rapprochent en s'accélérant. Alors, pas de freinage, accélération, pas de freinage, accélération, pas de freinage, accélération, pas de freinage, accélération, pas de freinage, accélération. Oh, vous vous rendez compte? Alors, jusqu'où ça va aller? Eh bien, la nature, je trouve que c'est une merveilleuse mécanique. Vraiment, c'est digne d'être un dieu. Parce que cette mécanique, qui ne devrait pas créer l'univers, avec les hommes, avec les êtres, avec les animaux, avec les plantes, avec les fruits que l'on mange, avec le pain que l'on mange, avec l'air qu'on respire. Et s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas cette dualité magnétique, il n'y aurait rien. Vous vous rendez compte? Il suffit simplement qu'il y ait deux forces contraires, l'attraction et la répulsion. Et avec ces 2 forces, et les combine, des combinaisons qui se produisent avec ces mouvements harmonisés, ça c'est absolument extraordinaire, c'est merveilleux. Comment peut-on imaginer une chose pareille, sinon que ce serait Dieu qui l'aurait créé? Eh bien voilà, on peut l'expliquer, et même à partir du néant. Bon, ça c'est
vrai qu'on peut l'expliquer par Turgeon. Peut-être que je vais vous l'expliquer, moi je vais voir, on verra tout à l'heure. Alors nous avons donc deux aimants qui sont en rotation synchronisée comme ça, et qui produisent de l'énergie, qui vont de plus en plus vite, de plus en plus vite. Mais à force d'aller de plus en plus vite, ils vont éclater. Mais non. La nature est là. Dieu est là, si vous voulez. Ou si vous voulez, cette dualité extraordinaire va jouer pour rendre un service énorme. Vous allez avoir deux aimants qui vont s'accélérer. Alors, accélération, pas de freinage. Accélération, pas de freinage. Accélération, pas de freinage. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi que lorsque deux pôles sont en rotation synchronisée comme ça, le plus petit s'éloigne autour du plus gros. Et le plus gros se met aussi en rotation autour du plus petit. Ils se mettent mutuellement l'un autour de l'autre. Mais le plus petit fait un plus grand chemin. Comme la Terre qui est ici, la Lune fait ceci, va faire un grand chemin. Et regardez bien ce qui va se produire. À force d'aller de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus loin, de plus en plus vite, de plus en plus loin, de plus en plus vite, de plus en plus loin, de plus en plus vite, de plus en plus loin, jusqu'au moment où, à force d'être très éloigné, la force magnétique s'équilibre exactement avec la vitesse orbitale. Oh, fantastique, fantastique. Voilà un système planétaire, un atome que je viens de créer, simplement avec deux forces magnétiques, sans matière, simplement deux forces magnétiques qui vont se mettre à tourner l'une autour de l'autre, de plus en plus vite, de plus en plus loin, et se mettre en équilibre absolu pour l'éternité. Oh, c'est fabuleux. Vous vous rendez compte? On vient de créer un atome, un système planétaire qui ne devrait pas être, et grâce à ces deux forces magnétiques, on vient de créer de la matière. Oh, alors ça, c'est fabuleux ce truc-là. Comment voulez-vous que... C'est pas croyable. Il est normal que les gens croient en Dieu. Comment voulez-vous qu'on ne croit pas en un Dieu? Mais tout au moins, en un principe qui crée l'univers, qui remplace Dieu, qui n'est pas forcément un être. Moi, je vous montre simplement une mécanique, et vous allez voir comment ça fonctionne. Je vous ai déjà montré le système planétaire, non pas le système planétaire, les fonctions magnétiques entre deux aimants, voyez-vous, et on peut même montrer comment fonctionne la Lune. Vous allez le voir, et avec ça aussi, je vais vous montrer comment fonctionne la Lune avec cet appareil. Je remonte un petit peu encore, je redonne encore un petit moment, un petit peu d'énergie à l'univers, parce que je ne vais pas expliquer le moteur de l'univers, je vais vous l'expliquer d'ailleurs. Ici, j'ai donc mes deux aimants qui tournent, et la Lune fait ceci. Vous allez voir. Voilà ce que fait la Lune. Regardez ce que fait la Lune. On la voit peut-être pas très bien, mais on va la voir. Bon, là, elle s'éloigne parce que c'est quand même un système rigide. On n'est pas dans l'espace. Je vais vous montrer comment fonctionne la Lune. La Lune est là. La Terre est là. Vous avez ici un pôle nord, un pôle sud. La Terre tourne sur elle-même. Elle présente son pôle nord. La Lune, elle présente son pôle sud. Parce que si je fais ça, la Lune automatiquement faire ça. Mais seulement le bras de levier qui tire sur la Lune se trouve ici. Les pôles se trouvent là et non pas là. Si le pôle était ici, en faisant ça, la Lune tournerait. Mais elle ne tourne pas. Et par contre, elle se balance. Elle fait un mouvement. La Terre fait ça, la Lune se balance. Au bout de 12 heures, la Lune n'a pas eu le temps de tourner. Elle n'a pas eu le temps. Mais par contre, la Terre a tourné d'un tour. Alors, elle présente son pôle. À ce moment-là, la Lune revient en arrière, attirée par ce pôle-là. Mais elle ne tourne toujours pas. Et la Terre, au bout de 12 heures, recommence. Alors la Lune, au lieu de faire ça, au lieu de tourner complètement, pendant que la Terre tourne, la Lune fait ce mouvement-là. La Terre tourne, mais la Lune fait ce mouvement-là. Vous suivez? C'est simple. Et en plus de ça, la preuve est faite par Galilée. Honneur à Galilée, un type extraordinaire, qui a découvert ceci. C'est que la Lune, non seulement ne tourne pas sur elle-même, mais elle fait ça. Elle fait ce mouvement, la vibration, un mouvement. Elle s'éloigne, elle se rapproche, elle s'éloigne, elle se rapproche. Et en même temps, elle présente un pôle et un pôle. S'il n'y avait qu'une seule polarité comme la gravitation, ce serait absolument impossible. Absolument impossible. Pour qu'il y ait un tel mouvement, il faut qu'il y ait une double fonction. Tantôt j'attire, tantôt j'éloigne, tantôt j'attire, tantôt j'éloigne, ou tantôt j'attire d'un côté, tantôt j'attire de l'autre. On ne peut pas éviter cette double polarité. D'ailleurs, la double polarité est partout. Prenez n'importe quel objet. Une ficelle, un bout de ficelle, deux extrémités. Vous ne pouvez pas dire, j'ai une ficelle avec une seule extrémité, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Vous avez deux extrémités. Vous avez le dessus et le dessous, l'intérieur et l'extérieur, la gauche et la droite, l'est et l'ouest. Vous ne pouvez pas supprimer la dualité. Quel que soit l'objet que vous preniez,
tout est dualiste. Donc tout est créé de dualité magnétique. Même l'être humain. L'être humain, je vais vous prouver qu'on est des aimants. Regardez-vous dans la glace, dans un miroir. Observez-vous. Vous avez deux yeux symétriques, un nez symétrique, deux oreilles symétriques. Symétriques, pas comme ça, symétriques. Symétriques, la droite et la gauche. Vous avez une bouche symétrique, des oreilles symétriques, une poitrine symétrique, deux jambes symétriques, deux bras symétriques. Donc c'est parce que vous êtes dualiste. C'est-à-dire que vous avez votre dualité en vous-même. Et en plus de ça, on peut dire que sans cette dualité, vous ne pourriez pas exister. C'est absolument impossible, vous ne pourriez pas être. Or, vous êtes parce que vous avez une dualité. Eh bien, dans le système planétaire, s'il n'y avait pas la dualité, attraction-impulsion, il n'y aurait pas d'univers. C'est fantastique. Merci Dieu si c'est toi qui l'as fait. Merci. Et merci encore. Maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne cette galaxie. Parce que c'est quand même intéressant. Ah oui, attendez. Je vais d'abord vous montrer le moteur de l'univers. Ah, le moteur de l'univers, parce que forcément, dans l'univers, il n'y a pas de moteur électrique, il n'y a pas de moteur mécanique, il n'y a pas de moteur à essence. Comment fonctionne le moteur de l'univers? Je prends deux aimants à grande distance. Si je vous pose une question quelconque, n'importe laquelle, pas n'importe laquelle, mais enfin, je vais poser une question. Qu'est-ce qui va se produire avec ces deux aimants? Ils sont là, ils se regardent. Qu'est-ce qui va se produire? Est-ce qu'ils vont bouger? Est-ce qu'ils vont rester comme ça? Eh bien non, ils ne vont pas rester comme ça. La première chose qu'ils vont faire, ils vont chercher à aligner leurs quatre pôles sur une même ligne droite, comme ceci. Ils vont donc acquérir une force d'inertie. Si ce n'est pas sur une même ligne droite, ce sera sur un même plan, comme ceci. Automatiquement, si vos aimants sont en répulsion, celui-ci va se retourner pour se mettre en attraction. Et donc, à partir du moment où ils vont se mettre en attraction, ils vont se chercher à placer leurs quatre pôles sur une même ligne droite. Voilà. Et à partir de là, le mouvement est lancé. Sans énergie, sans essence, sans rien du tout, pas de pétrole. Simplement de l'énergie magnétique, de la dualité. Attraction-répulsion, et voilà. Et vous avez attraction ici, dégravitation de l'autre. C'est-à-dire que si vous êtes suffisamment éloigné, au lieu d'être très proche, parce que si vous êtes très proche, vos aimants vont tomber l'un sur l'autre. Forcément, ce sont des aimants, ils sont faits pour s'attirer. D'autant plus que s'il n'y avait qu'une seule attraction, alors là, boum, ils tombent l'un sur l'autre, et puis c'est tout. Hein. Comme la gravitation newtonienne. Si Newton avait raison, l'univers ne serait pas en équilibre, en recherche d'équilibre permanent, il serait une boule de matière réunie, et encore matière, ça n'existe pas la matière. Il serait une boule informe, une masse informe de matière complètement rassemblée par la gravitation. Donc, il y a deux polarités qui s'attirent et qui se repoussent. Alors, vous avez à partir de là, les deux pôles qui vont commencer à se mettre en mouvement et acquérir une force d'inertie, c'est-à-dire une force de mouvement qui va les entraîner. Lorsqu'ils vont arriver là, si la force d'inertie est plus grande que l'attraction, à ce moment-là, ils vont continuer leur mouvement. Et en continuant leur mouvement, que va-t-il se produire? Ils vont se dégraviter. Les deux pôles qui sont en bas vont commencer à s'attirer en s'accélérant, alors que les deux pôles qui sont en haut vont s'éloigner. Au bout d'un moment, ils vont changer de côté. Ceux qui sont en haut vont commencer à s'attirer en tombant l'un vers l'autre avec précipitation, et en bas, pas de freinage. Accélération en bas, pas de freinage en haut. Accélération en haut, pas de freinage en bas. Accélérer en bas, pas... C'est dur à dire. Ça fait beaucoup rire, cette histoire. C'est tellement simple. Enfin, vous avez compris. Vous avez deux pôles qui se précipitent l'un vers l'autre et deux pôles qui se dégravitent. Donc, vous avez accélération de vitesse de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Pas de moteur dans l'univers. C'est ça le moteur de l'univers. C'est l'harmonie. L'harmonie de l'univers. Voilà. Cette harmonie merveilleuse qui va créer des êtres humains. Chez les êtres humains, un couple marital, bon, si le mari ne s'entend pas avec sa femme, s'ils ne sont pas en harmonie, salut, je m'en vais, au revoir. Hein, mais s'ils sont en harmonie, pourquoi voulez-vous qu'ils se quittent? Ils sont là, ils sont accrochés l'un à l'autre, et bon, c'est logique. Que voulez-vous qu'on explique de plus, hein? Bon, je peux vous expliquer autre chose encore. Concernant la dualité magnétique, c'est très amusant. On va rire un peu. Vous avez, par exemple, un amoureux qui est là-bas, deux amoureux qui se rencontrent. Oh, qu'elle est belle, oh, qu'il est beau. Ils ne vont pas rester indifférents l'un à l'autre. Ils vont se précipiter l'un vers l'autre. S'il y en a un seul qui est attiré, l'autre va dire, va te faire voir. Il y a chose à faire. Mais si les deux se précipitent l'un vers l'autre, ils vont s'attirer avec violence. Bon, ils ne vont pas se séparer. Ça, c'est la gravitation. Bon, c'est la gravitation de Newton. Mais
Au bout d'un moment, si par exemple, les deux amoureux sont mariés, bon, ils ont eu des enfants, peu importe, il y en a un qui dit au revoir, je m'en vais. Comment tu t'en vas? J'ai besoin de toi, reste, je t'aime, j'ai besoin de toi. Oui, mais je m'en vais, bon, il ne va pas oser dire qu'il en a trouvé une autre. Ce serait méchant. Ça fait rien. Alors que vont-ils faire? Eh bien, il y en a un qui s'en va, l'autre il dit, tu t'en vas? Je m'en vais aussi. Ils sont libres. Eh bien, c'est exactement comme dans le système planétaire. Les deux pôles qui se précipitent l'un vers l'autre, ils s'accélèrent, ils tombent l'un vers l'autre, ils se rentrent dedans l'un vers l'autre, ils se mangent, ils se bouffent l'un l'autre, alors que de l'autre côté, ils se libèrent, ils ne s'attirent plus. Tu es libre, je suis libre, je m'en vais. Et tu t'en vas et je m'en vais aussi. Eh bien, c'est exactement ce qui se produit dans l'univers. Deux pôles qui se précipitent, deux pôles qui s'éloignent. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait expliquer d'autre avec ça? Ben, plein de choses. Bon, ça c'est une comment dirais-je, une image de ce qui se passe dans la dualité et dans l'harmonie du couple. Mais dans une usine où le patron il veut bouffer les ouvriers en les exploitant, ça ne va pas marcher. Ça marche, mais pas avec de la brutalité. Alors que si le patron il aide l'ouvrier, l'ouvrier va aider le patron. Ils vont s'entraider mutuellement. Et l'univers, et la maison, l'industrie, à bloc, ça va démarrer à bloc. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne harmonie dans la maison. On la trouve partout, cette harmonie. Elle est partout. Si elle n'y était pas, il n'y aurait rien. Il n'y aurait pas d'univers. C'est fantastique. Fantastique. Il faut qu'il y ait cette harmonie. Alors regardez, je vais vous montrer maintenant une galaxie. Qu'est-ce que c'est que la galaxie? 100 milliards d'étoiles. 100 milliards d'étoiles où toute la planète tourne comme ça en synchronisme. Oh, 100 milliards d'étoiles en synchronisme. Comment se fait-il? Donc il y a une qui bouge comme ça, l'autre fait ça. Automatiquement. Si on a 50 qui font comme ça, toutes les autres, elles font pareil. Alors nous avons dans une galaxie 100 milliards d'étoiles, dans la nôtre. Pourquoi 100 milliards? Pourquoi pas 98, virgule, etc. Peu importe. 100 milliards d'étoiles. Toutes les étoiles tournent en rotation synchronisée comme ceci. Alors les physiciens me disent, c'est pas vrai, il y en a qui tournent à des vitesses différentes. Je sais bien. Pourquoi? La Lune, elle ne tourne pas en 24 heures, elle tourne en 29 jours, 12 heures et 793 secondes. Alors que la Terre tourne en 24 heures. Donc ça ne marche pas. Mais si ça marche, Parce que pendant que la Terre tourne sur elle-même, excusez-moi, pendant que la Terre tourne sur elle-même, la Lune, pendant que la Terre fait ça, la Lune fait ça. Elles sont en harmonie des rotations polaires, des mouvements polaires. Alors j'ai ceci, attraction, ici, mais la Lune est entraînée par le mouvement polaire, par le mouvement de rotation de la Terre, la Lune est entraînée autour de la Terre, comme ça. C'est pour ça que la Lune fait ce mouvement. C'est parce qu'elle est tantôt attirée, tantôt repoussée, elle fait ce mouvement de balancement comme ceci. Alors, elle tourne en 29 jours, 12 heures et 793 secondes, alors que la Terre tourne en 24 heures sur elle-même. Tout simplement parce que la Terre entraîne la Lune. Chaque fois que la Terre fait un demi-tour, chaque fois que la Terre fait un tour sur elle-même, elle entraîne la Lune. On va le présenter. C'est assez difficile comme ça de le montrer. Je ne sais pas, bon, on peut quand même le comprendre. La Terre tourne et elle entraîne progressivement la Lune autour d'elle. La Lune ne tourne comme ça qu'elle fait un seul tour sur elle-même en 29 jours, mais celle-ci fait un tour en 24 heures. Donc elles ne tournent pas à la même vitesse de rotation, mais elles sont synchronisées au mouvement polaire. Et je vais vous dire une petite histoire intéressante. À supposer que la Lune est tournée sur elle-même comme la Terre. Eh bien, depuis 50 000 millions d'années, n'importe quel gosse de 12 ans aurait découvert le secret de l'univers. Pourquoi? Parce qu'il aurait vu la Lune tourner en 24 heures. Parce que pendant que la Terre tourne en 24 heures, la Lune aurait également tourné en 24 heures. Or, on se demande même, je me pose quelquefois la question, si Dieu, je ne sais pas, si Dieu n'a pas voulu que la Lune ne tourne pas sur elle-même, afin que l'homme ne sache pas comment fonctionne l'univers. Parce que, étant donné, il y a un bruit de fond là-bas, un avion qui passe au-dessus de la maison. Bon, parce que pendant que la Terre tourne sur elle-même, il faut que la Lune se balance. La Lune se balance au lieu de tourner sur elle-même. Parce que si elle tournait sur elle-même, c'était facile de démontrer que les pôles étaient synchronisés. Mais ce n'est pas le cas. Les pôles sont synchronisés, mais la Lune ne tourne pas. Alors, je me demande quelquefois si ce n'est pas effectivement Dieu qui aurait voulu que la Lune ne tourne pas sur elle-même, afin que l'homme ne sache pas comment fonctionne l'univers, et garder son secret pour lui, à moins qu'il veuille simplement
poser un problème et dire voilà, je crée l'univers avec une façon telle que autre personne ne saura jamais comment il fonctionne. Et pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un jeu. Je vais faire un univers de façon, avec des subtilités extraordinaires, que personne ne pourra savoir comment ça fonctionne. Mais je vais le faire de façon à voir, et pendant ce temps, je vais chercher à savoir si quelqu'un, parmi les milliards de gens, les milliards d'êtres que je vais créer, est-ce qu'il y en a un seul, qui va découvrir comment ça fonctionne? Ah, là, ça dit quelque chose. Ça me fait rire. Parce que justement, j'ai découvert ce truc-là. J'ai découvert ce truc-là. Ça serait marrant. Je peux dire, effectivement, pendant que la Terre tourne sur elle-même, la Lune devrait faire ceci. Mais non, elle ne le fait pas. Elle le fait, mais légèrement, au point que personne ne s'aperçoit. Galilée l'a découvert avec son petit télescope. Et moi, je ne le savais pas. Mais j'ai découvert la dégravitation. Ce qui fait que je sais maintenant pourquoi la Lune et la Terre sont en rotation synchronisée, mutuellement, l'une avec l'autre, mais par mouvement orbital, par synchronisme polaire, comme ceci. Et ça ne se trouve pas sur les pattes d'un cheval, hein, ni même sur les pattes d'un mille-pattes. C'est vraiment quelque chose d'absolument fantastique. C'est pour ça que j'ai été très heureux de trouver ce truc-là, parce que oui, et bien voilà, Dieu m'a dit, tu ne trouveras pas, eh bien j'ai trouvé. À moins qu'il ait dit, celui qui trouvera sera béni des dieux. Je le bénirai. Très amusant. Ne manquez pas d'améliorer la religion. La religion est quelque chose d'extraordinaire. Les sciences aussi, d'ailleurs, sont extraordinaires. Seulement attention, en science, vous constatez les choses. En physique, vous constatez les choses. Vous ne les expliquez pas. Vous dites, ouais, ça marche comme ceci, ça marche comme cela, mais, je ne sais pas comment. Ah, c'est le comment qui compte, c'est le pourquoi qui compte. En science, eh bien, la physique ne connaît pas la raison fondamentale. Ce que Stephen Hawking appelle la raison pure. C'est cette solution à l'univers que nul n'a jamais pu connaître et que j'ai découverte. Donc, sans prétention d'ailleurs, j'en ai rien à faire, moi, c'est pas une question de prétention. Simplement, je vais vous présenter un truc qui me paraît absolument extraordinaire et qui permet d'expliquer toute la mécanique universelle alors que la physique est absolument impossible de le faire. Elle ne le fait pas, elle cherche. Alors, elle est contre les religions parce que la religion dit c'est Dieu et la physique dit non, Dieu n'existe pas, c'est la mécanique. Mais non. Il n'y a pas de matière, il y a simplement de l'esprit. L'esprit, c'est la dualité magnétique. La séparation, unification. La séparation, unification. Séparation, unification. Séparation, unification. C'est ça l'esprit. C'est-à-dire, on peut partir du néant, si on veut expliquer. On peut dire par exemple que le néant. Alors là, attention, là je vais vous expliquer une chose intéressante. Comment fonctionne, d'où vient l'énergie magnétique? Je prends le néant. Qu'est-ce que c'est que le néant? C'est le rien infini. Rien infini. Bon, oui, effectivement, le rien peut être infini. C'est la seule chose qui puisse être infinie, c'est le rien. Rien d'autre ne peut être infini. Si on dit Dieu est infini, c'est faux. Parce que si on dit Dieu est infini, il n'a ni commencement ni fin, donc il n'existe pas. Donc il n'est pas. Par contre, le rien est possible. Le rien est infini. Mais c'est sa nécessité qui est importante. Ce n'est pas le fait d'être rien, mais c'est d'être nécessaire. Parce que c'est la seule chose qui devrait être. Et donc, si le néant n'existait pas, il n'y aurait pas d'univers. Donc le néant est nécessaire, absolument indispensable pour devenir univers. Alors comment se fait-il que le néant devienne énergie magnétique? Il n'est pas énergie magnétique, il est énergie magnétique. En ce sens que le rien qui est ici, on prend le rien, une pointe quelconque, un objet quelconque, une pointe quelconque. On va le faire avec un compas. Je vais vous amuser 2 minutes avec un compas. Je prends un compas. Ah, il n'est pas là, si, c'est là. Je prends un compas. Qu'est-ce que c'est que ce compas? Qu'est-ce que c'est que ce bout de bois? Il y a un côté noir et un côté blanc. Ben, ça représente la dualité magnétique. Qu'est-ce que c'est que cette dualité? Ceci. C'est un compas à pointe sèche. Alors, je vais vous expliquer la dualité magnétique à ma façon personnelle, ce qui ne plairait peut-être pas à mon fils Franck qui a découvert le secret, le secret de la dualité magnétique, mais je vais l'expliquer à ma manière, d'une façon pratique. En ce sens que vous avez ici une pointe, ici une autre pointe.
Ces deux pointes, il y en a une, je la pique dans un coin quelconque de l'infini. Ici, n'importe où. Ici, là, ou là, ou là, ou là. Hein. Il y a autant de points qu'il y a autant de milliards de points qu'il y en a de milliards, à l'infini. Je pique ici. Alors j'ai ici le centre de l'infini. Pourquoi le centre de l'infini? Parce que l'infini n'a pas de centre. Le centre est partout. Alors, ce centre, il est là. Entre autres, un point. Et ici, c'est l'infini. C'est-à-dire la deuxième chose. C'est la nullité infinie. Alors, j'ai par exemple ici. Bon, on va le mettre ici. J'ai par exemple un point ici qui est la nullité. Autour de cette nullité, je fais tourner l'infini. Je fais tourner mon compas. Ça, c'est l'infini. Est-ce que vous suivez? Vous avez ici la nullité, ici l'infinitude. L'infinitude n'est pas la nullité. Pardon, la nullité n'est pas l'infinitude. Alors maintenant, je vais vous poser un problème. Effectivement, est-ce que cette nullité, c'est l'infinitude? Normalement, vous me dites non, c'est pas possible. Dieu est là, si vous voulez, ou si vous voulez, cette dualité extraordinaire va jouer pour rendre un service énorme. Vous allez avoir deux aimants qui vont s'accélérer. Alors, accélération, pas de freinage. Accélération, pas de freinage. Accélération, pas de freinage. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi que lorsque deux pôles sont en rotation synchronisée comme ça, le plus petit s'éloigne autour du plus gros. Et le plus gros se met aussi en rotation autour du plus petit. Ils se mettent mutuellement l'un autour de l'autre. Mais le plus petit fait un plus grand chemin. Comme la Terre qui est ici, la Lune fait ceci, va faire un grand chemin. Mais regardez bien ce qui va se produire. À force d'aller de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus loin, de plus en plus vite, de plus en plus loin, de plus en plus vite, de plus en plus loin, de plus en plus vite, de plus en plus loin, jusqu'au moment où, à force d'être très éloigné, la force magnétique s'équilibre exactement avec la vitesse orbitale. Oh, fantastique, fantastique. Voilà un système planétaire, un atome que je viens de créer, simplement avec deux forces magnétiques, sans matière, simplement deux forces magnétiques qui vont se mettre à tourner l'une autour de l'autre, de plus en plus vite, de plus en plus loin, et se mettre en équilibre absolu pour l'éternité. Oh, c'est fabuleux. Vous vous rendez compte? On vient de créer un atome, un système planétaire qui ne devrait pas être, et grâce à ces deux forces magnétiques, on vient de créer de la matière. Oh, alors ça, c'est fabuleux ce truc-là. Comment voulez-vous que... C'est pas croyable. Il est normal que les gens croient en Dieu. Comment voulez-vous qu'on ne croit pas en un Dieu? Mais tout au moins, en un principe qui crée l'univers, qui remplace Dieu, qui n'est pas forcément un être. Mais ça n'empêche pas que Dieu peut très bien exister, je n'en sais rien, je ne veux pas le savoir. Si Dieu est, tant mieux. Je remercie Dieu, je dis merci, merci, merci. Si c'est lui qui a créé l'univers, il faut que je sois là, comment dirais-je, en vie, alors que je ne devrais pas être. Et que je peux même vous démontrer comment ça fonctionne. Hein? Alors que Dieu soit ou qu'il ne soit pas, je n'ai rien, ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas à moi de le dire. Les religions sont là pour le prouver. Moi, je montre simplement une mécanique, et vous allez voir comment ça fonctionne. Je vous ai déjà montré le système planétaire, non pas le système planétaire, les fonctions magnétiques entre deux aimants, voyez-vous, et on peut même montrer comment fonctionne la Lune. Vous allez le voir, et avec ça aussi, je vais vous montrer comment fonctionne la Lune avec cet appareil. Je remonte un petit peu encore, je redonne encore un petit moment, un petit peu d'énergie à l'univers, parce que je ne vais pas expliquer le moteur de l'univers, je vais vous l'expliquer d'ailleurs. Ici, j'ai donc mes deux aimants qui tournent, et la Lune fait ceci. Vous allez voir. Voilà ce que fait la Lune. Regardez ce que fait la Lune. On la voit peut-être pas très bien, mais on va la voir. Bon, là, elle s'éloigne parce que c'est quand même un système rigide. On n'est pas dans l'espace. Je vais vous montrer comment fonctionne la Lune. La Lune est là. La Terre est là. Vous avez ici un pôle nord, un pôle sud. La Terre tourne sur elle-même. Elle présente son pôle nord. La Lune, elle présente son pôle sud. Parce que si je fais ça, la Lune automatiquement faire ça. Mais seulement le bras de levier qui tire sur la Lune se trouve ici. Les pôles se trouvent là et non pas là. Si le pôle était ici, en faisant ça, la Lune tournerait. Mais elle ne tourne pas. Et par contre, elle se balance. Elle fait un mouvement. La Terre fait ça, la Lune se balance. Au bout de 2 heures, la Lune n'a pas eu le temps de tourner. Elle n'a pas eu le temps. Mais par contre, la Terre a tourné d'un tour. Alors, elle présente son pôle. À ce moment-là, la Lune revient en arrière, attirée par ce pôle-là. Mais elle ne tourne toujours pas.
Et la Terre, au bout de 2 heures, recommence. Alors la Lune, au lieu de faire ça, au lieu de tourner complètement, pendant que la Terre tourne, la Lune fait ce mouvement-là. La Terre tourne, mais la Lune fait ce mouvement-là. Vous suivez? C'est simple. Et en plus de ça, la preuve est faite par Galilée, honneur à Galilée, un type extraordinaire, qui a découvert ceci. C'est que la Lune, non seulement ne tourne pas sur elle-même, mais elle fait ça. Elle fait ce mouvement, la libration. Un mouvement, elle s'éloigne, elle se rapproche, elle s'éloigne, elle se rapproche. Et en même temps, elle présente un pôle et un pôle. S'il n'y avait qu'une seule polarité comme la gravitation, ce serait absolument impossible. Absolument impossible. Pour qu'il y ait un tel mouvement, il faut qu'il y ait une double fonction. Tantôt j'attire, tantôt j'éloigne, tantôt j'attire, tantôt j'éloigne, ou tantôt j'attire d'un côté, tantôt j'attire de l'autre. On ne peut pas éviter cette double polarité. D'ailleurs, la double polarité est partout. Prenez n'importe quel objet. Une ficelle, un bout de ficelle, 2 extrémités. Vous ne pouvez pas dire, j'ai une ficelle avec une seule extrémité. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Vous avez 2 extrémités. Vous avez le dessus et le dessous, l'intérieur et l'extérieur, la gauche et la droite, l'est et l'ouest. Vous ne pouvez pas supprimer la dualité. Quel que soit l'objet que vous preniez, tout est dualiste. Donc tout est créé de dualité magnétique. Même l'être humain. L'être humain, je vais vous prouver qu'on est des aimants. Regardez-vous dans la glace, dans un miroir. Observez-vous. Vous avez 2 yeux symétriques, un nez symétrique, 2 oreilles symétriques. Symétriques, pas comme ça, symétriques. Symétrique, la droite et la gauche. Vous avez donc une bouche symétrique, des oreilles symétriques, une poitrine symétrique, 2 jambes symétriques, 2 bras symétriques. Donc c'est parce que vous êtes dualiste. C'est-à-dire que vous avez votre dualité en vous-même. Et en plus de ça, on peut dire que sans cette dualité, vous ne pourriez pas exister. C'est absolument impossible, vous ne pourriez pas être. Or, vous êtes parce que vous avez une dualité. Eh bien, dans le système planétaire, s'il n'y avait pas la dualité, attraction-répulsion, il n'y aurait pas d'univers. Ça, c'est fantastique. Merci Dieu si c'est toi qui l'as fait. Merci. Et merci encore. Maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne cette galaxie. Parce que c'est quand même intéressant. Ah oui, attendez. Je vais d'abord vous montrer le moteur de l'univers. Le moteur de l'univers, parce que forcément, dans l'univers, il n'y a pas de moteur électrique, il n'y a pas de moteur mécanique, il n'y a pas de moteur à essence. Comment fonctionne le moteur de l'univers? Je prends 2 aimants à grande distance. Si je vous pose une question quelconque, n'importe laquelle, pas n'importe laquelle, mais enfin, je vais poser une question. Qu'est-ce qui va se produire avec ces 2 aimants? Ils sont là, ils se regardent, Qu'est-ce qui va se produire? Est-ce qu'ils vont bouger? Est-ce qu'ils vont rester comme ça? Eh bien non, ils ne vont pas rester comme ça. La première chose qu'ils vont faire, ils vont chercher à aligner leurs 4 pôles sur une même ligne droite, comme ceci. Ils vont donc acquérir une force d'inertie. Si ce n'est pas sur une même ligne droite, ce sera sur un même plan, comme ceci. Automatiquement, si vos aimants sont en répulsion, celui-ci va se retourner pour se mettre en attraction. Et donc, à partir du moment où ils vont se mettre en attraction, ils vont se chercher à placer leurs 4 pôles sur une même ligne droite. Voilà. Et à partir de là, le mouvement est lancé. Sans énergie, sans essence, sans électricité, pas de pétrole. Simplement de l'énergie magnétique, de la dualité. Attraction-répulsion, et voilà. Et vous avez attraction ici, dégravitation de l'autre. C'est-à-dire que si vous êtes suffisamment éloigné, au lieu d'être très proche, parce que si vous êtes très proche, vos aimants vont tomber l'un sur l'autre. Forcément, ce sont des aimants et ils sont faits pour s'attirer. D'autant plus que s'il n'y avait qu'une seule attraction, alors là, poum, ils tombent l'un sur l'autre et puis c'est tout. Comme la gravitation newtonienne. Si Newton avait raison, l'univers ne serait pas en équilibre, en recherche d'équilibre permanent, il serait une boule de matière réunie, et encore matière, ça n'existe pas la matière. Il serait une boule informe, une masse informe de matière complètement rassemblée par la gravitation. Non, il y a 2 polarités. 2 polarités qui s'attirent et qui se repoussent. Alors, vous avez à partir de là, les 2 pôles qui vont commencer à se mettre en mouvement et acquérir une force d'inertie, c'est-à-dire une force de mouvement qui va les entraîner. Lorsqu'ils vont arriver là, si la force d'inertie est plus grande que l'attraction, à ce moment-là, ils vont continuer leur mouvement. Et en continuant leur mouvement, comment va-t-il se produire? Ils vont se dégraviter. Les 2 pôles qui sont en bas vont commencer à s'attirer en s'accélérant, alors que les 2 pôles qui sont en haut vont s'éloigner. Au bout d'un moment, ils vont changer de côté. Ceux qui sont en haut vont commencer à s'attirer en tombant l'un vers l'autre avec précipitation, et en bas, pas de freinage. Accélération en bas, pas de freinage en haut. Accélération en haut, pas de freinage en bas. Accélération en bas, pas... C'est dur à dire. Ça fait beaucoup rire cette histoire. C'est tellement simple.
Enfin, vous avez compris. Vous avez deux pôles qui se précipitent l'un vers l'autre et deux pôles qui se dégravitent. Donc, vous avez accélération de vitesse de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Pas de moteur dans l'univers. C'est ça le moteur de l'univers. C'est l'harmonie. L'harmonie de l'univers. Voilà. Cette harmonie merveilleuse qui va créer des êtres humains. Chez les êtres humains, un couple marital, bon, si le mari ne s'entend pas avec sa femme, s'ils ne sont pas en harmonie, ben, salut, je m'en vais, au revoir. Hein, mais s'ils sont en harmonie, pourquoi voulez-vous qu'ils se quittent? Ils sont là, ils sont accrochés l'un à l'autre, et bon, c'est logique. Que voulez-vous qu'on explique de plus, hein? Bon, je peux vous expliquer autre chose encore. Concernant la dualité magnétique, c'est très amusant. On va rire un peu. Vous avez, par exemple, un amoureux qui est là-bas, deux amoureux qui se rencontrent. Oh, qu'elle est belle, oh, qu'il est beau. Ils ne vont pas rester indifférents l'un à l'autre. Ils vont se précipiter l'un vers l'autre. S'il y en a un seul qui est attiré, l'autre va dire, va te faire voir. Il y a chose à faire. Mais si les deux se précipitent l'un vers l'autre, ils vont s'attirer avec violence. Bon, ils ne vont pas se séparer. Ça, c'est la gravitation. Bon, c'est la gravitation de Newton. Mais, au bout d'un moment, si par exemple, les deux amoureux sont mariés, bon, ils ont eu des enfants, peu importe, il y en a un qui dit, au revoir, je m'en vais. Comment tu t'en vas? J'ai besoin de toi, reste, je t'aime, j'ai besoin de toi. Oui, mais je m'en vais, bon, il ne va pas oser dire qu'il en a trouvé une autre. Ce serait méchant. Enfin, ça fait rien. Alors, que vont-ils faire? Eh bien, il y en a un qui s'en va, l'autre il dit, tu t'en vas? Je m'en vais aussi. Ils sont libres. Eh bien, c'est exactement comme dans le système planétaire. Les deux pôles qui se précipitent l'un vers l'autre, ils s'accélèrent, ils tombent l'un vers l'autre, ils se prennent dedans l'un vers l'autre, ils se mangent, ils se bouffent l'un l'autre, alors que de l'autre côté, ils se libèrent, ils ne s'attirent plus. Tu es libre, je suis libre, je m'en vais. Et tu t'en vas et je m'en vais aussi. Eh bien, c'est exactement ce qui se produit dans l'univers. Deux pôles qui se précipitent, deux pôles qui s'éloignent. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait expliquer d'autre avec ça? Ben, plein de choses. Bon, ça c'est une comment dirais-je, une image de ce qui se passe dans la dualité et dans l'harmonie du couple. Mais dans une usine où le patron il veut bouffer les ouvriers en les exploitant, ça va pas marcher. Ça marche, mais pas avec de la brutalité. Alors que si le patron il aide l'ouvrier, l'ouvrier va aider le patron. Ils vont s'entraider mutuellement. Et l'univers, et la maison, l'industrie, à bloc, ça va démarrer à bloc. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne harmonie dans la maison. On la trouve partout, cette harmonie. Elle est partout. Si elle n'y était pas, il n'y aurait rien. Il n'y aurait pas d'univers. C'est fantastique. Fantastique. Il faut qu'il y ait cette harmonie. Alors regardez, je vais vous montrer maintenant une galaxie. Qu'est-ce que c'est que la galaxie? 100 milliards d'étoiles. 100 milliards d'étoiles où toute la planète tourne comme ça en synchronisme. 100 milliards d'étoiles en synchronisme, comment se fait-il? Donc il y a une qui bouge comme ça, elle fait ça, automatiquement. S'il y en a 50 qui font comme ça, toutes les autres, elles font pareil. Alors nous avons, dans une galaxie, 100 milliards d'étoiles, dans la nôtre. Pourquoi 100 milliards? Pourquoi pas 98, etc. Peu importe. 100 milliards d'étoiles. Toutes les étoiles tournent en rotation synchronisée comme ceci. Alors les physiciens me disent, c'est pas vrai. Il y en a qui tournent à des vitesses différentes. Je sais bien. Pourquoi? La Lune, elle ne tourne pas en 24 heures, elle tourne en 29 jours, 12 heures et 793 secondes. Alors que la Terre tourne en 24 heures. Donc ça ne marche pas. Mais si ça marche. Mais si ça marche. Parce que pendant que la Terre tourne sur elle-même, excusez-moi, pendant que la Terre tourne sur elle-même, la Lune, pendant que la Terre fait ça, la Lune fait ça. Elles sont en harmonie des rotations polaires, des mouvements polaires. Alors j'ai ceci, attraction, ici, mais la Lune est entraînée par le mouvement polaire, par le mouvement de rotation de la Terre, la Lune est entraînée autour de la Terre, comme ça. C'est pour ça que la Lune fait ce mouvement. C'est parce qu'elle est tantôt attirée, tantôt repoussée, elle fait ce mouvement de balancement comme ceci. Alors, elle tourne en 29 jours, 12 heures et 793 secondes, alors que la Terre tourne en 24 heures sur elle-même. Tout simplement parce que la Terre entraîne la Lune. Chaque fois que la Terre fait un demi-tour, chaque fois que la Terre fait un tour sur elle-même, elle entraîne la Lune. On va le présenter. C'est assez difficile comme ça de le montrer. Je ne sais pas, bon, on peut quand même le comprendre. La Terre tourne et elle entraîne progressivement la Lune autour d'elle. La Lune ne tourne comme ça qu'elle fait un seul tour sur elle-même en 29 jours, mais celle-ci fait un tour en 24 heures. Donc elles ne tournent pas à la même vitesse de rotation, mais elles sont synchronisées au mouvement polaire. Et je vais vous dire une petite histoire intéressante. À supposer que la Lune est tournée sur elle-même
comme la Terre. Eh bien, depuis 50 000 ans, depuis 50 millions d'années, n'importe qui, n'importe quel gosse de 12 ans aurait découvert le secret de l'univers. Pourquoi? Parce qu'il aurait vu la Lune tourner en 24 heures. Parce que pendant que la Terre tourne en 24 heures, la Lune aurait également tourné en 24 heures. Et effectivement, pendant que la Terre tourne sur elle-même, la Lune devrait faire ceci. Mais non, elle ne le fait pas. Elle le fait, mais légèrement, au point que personne ne s'en aperçoit. Galilée l'a découvert avec son petit télescope. Et moi, je ne le savais pas. Mais j'ai découvert la dégravitation. Ce qui fait que je sais maintenant pourquoi la Lune et la Terre sont en rotation synchronisée, mutuellement, l'une avec l'autre, mais par mouvement orbital, par synchronisme polaire, comme ceci. Et ça ne se trouve pas sur les pattes d'un cheval, hein, ni même sur les pattes d'un mille-pattes. Alors donc, voyez-vous, c'est quand même intéressant de savoir que tout l'univers, tout l'infini, est fait de dualité magnétique. Et donc, dans cet univers, nous avons l'attraction et la répulsion, et maintenant, nous avons l'harmonie des rotations. Alors, l'harmonie des rotations, je vais vous la montrer. Je vais faire tourner avec une petite pile d'un volt 5, je vais faire tourner un petit moteur d'horlogerie. Parce que mon métier, c'est d'être horloger. C'est pas pour rien qu'on m'appelle l'horloger de l'univers. Hein. Alors, je vais faire tourner un aimant. C'est un aimant qui tourne. Ici, j'en ai une quinzaine, ce sont tous des aimants, avec ce qu'on appelle des volants d'inertie, c'est-à-dire des petits volants qui permettent à l'aimant d'avoir un certain mouvement d'entraînement. Je vais faire tourner à la main comme ça, parce qu'on n'est quand même pas dans l'espace libre, on est dans une mécanique rigide. La mécanique rigide ne permet pas n'importe quoi. Hein. Alors, je vais faire tourner à la main comme ça, je leur donne une force d'attraction. Une force de rotation. Ah, c'est facile. Heureusement, c'est de l'horlogerie. Hein. Pas besoin d'emmener ça à l'horloger, je suis horloger. Alors, on va remettre ça en route. Voilà. On le fait tourner. Je fais tourner. Voilà. C'est enfin plus facile par là. C'est plus facile comme ça. Alors voilà. Je fais tourner donc avec un petit moteur, je fais tourner un aimant. Un aimant monté avec une courroie. Mais l'aimant qui est ici est le seul à être entraîné par le moteur. Les autres ne sont pas entraînés par le moteur, ils sont entraînés par le système magnétique. Alors, on va en principe avoir une rotation synchronisée qui va se produire. Il faut lancer le tout un peu plus fort de façon à ce qu'en ralentissant, ils se mettent en harmonie. Voilà. En principe, on n'y est pas loin. Nous avons un aimant qui tourne ici. Il fait tourner tous les aimants qui sont ici. Tous. À la même vitesse de rotation, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont synchronisés par les polarités. 100 millions d'étoiles qui sont en rotation synchronisée comme ceci. Dans un atome, vous avez le proton et l'électron. Bon. Le proton, c'est, paraît-il, le noyau central. Pourquoi pas? Et autour, vous avez des petits électrons qui tournent. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des dualités magnétiques. On n'a pas d'un côté le positif et le négatif. Nous avons une dualité ici, une dualité ici. Et quand il y en a un qui fait ça, l'autre fait ça. Et quand il fait ça et ça. Ils se mettent à tourner en rotation synchronisée mutuellement, comme ça. Et de plus en plus vite. Ils tournent en vitesse orbitale de plus en plus vite. C'est extraordinaire. Pourquoi, dit-on, pendant un certain temps, a-t-on dit que l'électron tournait à 30 000 km par seconde autour du noyau? 30 000 km par seconde. Vous vous rendez compte? Comment un électron peut-il tourner à 30 000 km par seconde autour d'un noyau s'il n'y a pas quelque chose qui fait cette accélération? Eh bien, c'est tout simplement cette chose. C'est qu'il y a harmonie dans les rotations. Attraction, vibration, attraction, vibration, attraction, vibration, attraction, vibration. C'est fou, c'est fou. Alors, à toute vitesse. La force de s'éloigner, ils se mettent en équilibre, et je reste comme ça pour l'éternité. L'atome est éternel. Oh, la vie est éternelle. Oh, c'est fou, ça. Vous vous rendez compte? C'est pas invraisemblable. Regardez la Lune. La Lune, on la verra tout à l'heure. Elle est en balancement, là. On ne la voit pas bien comme ça. Mais elle est en balancement parce que la Terre, ici en tournant, fait tourner la Lune sur elle-même. Mais tourner en mouvement libratoire, en mouvement de rotation, en mouvement synchronisé, comme ceci, en mouvement d'avancement. Alors voilà. Et regardez ce que je vais faire. Je vais faire une chose. Je vais maintenant taper sur ce que j'ai fait tout à l'heure avec ça, faire ci.
Vous ne croyez pas qu'il devrait s'arrêter? Vous ne croyez pas qu'il devrait s'arrêter, mon petit système, là? Parce qu'ils ne sont pas entraînés par le moteur, ceux-là. Ils sont entraînés par champ magnétique. Ils ne peuvent pas s'arrêter parce qu'ils sont accélérés. S'ils n'étaient pas accélérés, je ne pourrais pas faire ce que je viens de faire. C'est absolument impossible. Alors un jour, on va voir une petite histoire. J'ai fait un jour le mondial de l'invention. Le mondial de l'invention au Palais Baltard, à côté de Paris, à Nogent-sur-Marne. J'ai présenté mon petit tracteur que je vais vous montrer. Et ce petit tracteur, je dis voilà, le monsieur qui vient ici, c'était l'examinateur, c'était un ingénieur, un directeur de recherche au CNRS. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Hatem? Ben moi, je crée de l'énergie. Oh, monsieur Hatem, vous savez qu'on ne crée pas d'énergie, c'est impossible. Ben moi, je crée de l'énergie. Mais monsieur, en physique, on ne crée pas d'énergie. Alors, venez voir un petit peu ici. On était sur le tracteur, on tourne autour de la table, on avait un petit creux au milieu. Je lui montre cet appareil. Or, qu'est-ce que c'est que ça? Et il regarde, un bon moment. Puis il commence à tripoter. Qu'est-ce que tu cherches là, monsieur? Eh bien, je cherche le petit moteur, je cherche la supercherie. Il y a une supercherie là-dedans, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est impossible. Mais il n'y a rien d'autre, simplement un moteur qui fait tourner un aimant, et tous les aimants tournent en rotation synchronisée. Au bout d'un moment, monsieur Hatem, vous créez de l'énergie. Oui, monsieur Hatem, vous créez de l'énergie. Voilà. Un ingénieur du CNRS. C'est tout. C'est tout. Maintenant, on va passer au système planétaire. Regardez, j'ai un soleil. J'ai ici un ciel qui est posé sur une pointe. La pointe ne tourne pas. Le ciel est lourd, il fait plusieurs kilos. Hein. Je mets sur cette pointe, et avec un petit moteur, là il y a un petit moteur, je fais tourner le soleil. Ah, le soleil se met à tourner. Bon, je ne vais pas attendre que tout se mette en rotation, parce que ça va venir. Mais ça va être très long. Alors, je vais faire une chose. Je fais tourner moi-même la Terre et la Lune sur elle-même, comme ceci. Je les lance. Je fais tourner un aimant comme ceci. Ce sont des aimants. La Terre est un aimant, la Lune est un aimant. Ça, c'est un aimant. Ici, un système d'étoiles doubles. Et je lance mon système. Voilà. Et je vais me promener pendant 8 jours. Je vais me promener, je vais faire mon jardin, je reviens, je repars. Et pendant ce temps-là, ça tourne. Je reviens au bout de 8 jours, ça tourne toujours. Pourquoi ça tourne toujours? Tant que le moteur ici tourne, le ciel tourne autour. Pourquoi? Parce que ma théorie est exacte. Parce que si elle était inexacte, mon ciel ne tournerait pas autour du Soleil, par rotation synchronisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Soleil, il a un noyau central qui tourne en 24 heures. Quand la Terre tourne en 24 heures sur elle-même, le noyau central a également une rotation de 24 heures. Regardez. Est-ce que vous voyez clair avec ça? Vous voyez le pôle Nord, le pôle Sud, le pôle Nord, le pôle Sud, le pôle Nord, le pôle Sud. Voilà le noyau central du Soleil. C'est un aimant, un gigantesque aimant. Peut-être le 10e de la masse du Soleil. Peut-être moins, peut-être plus, peu importe. Pas plus important. Le Nord, le Sud, c'est un aimant. Vous voyez, l'axe polaire est comme ça, l'axe de rotation est comme ça. L'axe polaire comme ceci, l'axe de rotation comme ceci. Et je peux tourner le noyau central du Soleil. Eh bien, toutes les planètes qui sont autour du Soleil vont se mettre en rotation avec le mouvement polaire qui va obliger toutes les planètes à tourner sur elles-mêmes en rotation synchronisée avec les pôles magnétiques. Les vitesses de rotation ne sont pas les mêmes, puisque pendant que celui-ci va tourner, l'autre va se déplacer dans un certain sens, directement ou indirectement, c'est-à-dire en sens rétrograde, mais toujours en recherchant la polarité. Toujours en recherchant la polarité. On ne pourra pas faire autrement que de chercher la polarité. On va mettre le pôle Nord, le pôle Sud, le pôle Sud en bas, le pôle Nord... Non, c'est le contraire. Alors, ici le pôle Nord, ici le pôle Sud. Alors, pendant que celui-ci tourne, l'autre fait ça. Bon, enfin, vous avez compris, c'est pas compliqué. Hein. Pendant que le Soleil fait un tour sur lui-même, la Terre fait un tour sur elle-même. Mais le Soleil n'est pas une masse compacte. Le Soleil c'est un magma. Le noyau central du Soleil tourne dans le centre du Soleil, entraîné par toute la galaxie, obligatoirement en 24 heures.
il ne peut pas faire autrement que de tourner en 24 heures. 24 heures, 28 heures, peu importe. Le principal, c'est qu'il y ait harmonie de rotation. À ce moment-là, toutes les masses de la galaxie sont en rotation synchronisée. Et la Terre tourne en 24 heures. Et la Lune se balance en 24h50. Et Vénus et Mercure, etc., planètes intérieures, ont tourné en 24 heures. Je ne suis pas allé le voir, mais je suis certain que ça fonctionne comme ça. Vénus, Jupiter, etc., tout Mars et Jupiter tournent en des mouvements de rotation de 24 heures. Mais ça n'empêche pas que, étant donné qu'ils se déplacent autour du Soleil, ils n'ont pas la même rotation exactement. C'est-à-dire que ce sont les pôles qui se recherchent. Ce n'est pas la rotation par elle-même qui compte, c'est la recherche des pôles. Chaque fois que vous avez un pôle qui va arriver ici, l'autre va chercher ce pôle. Ensuite, ça va être celui-ci. Ensuite, celui-ci. Tout en se déplaçant autour. Je pense que vous comprenez que la rotation sur axe ne correspond pas à la rotation orbitale. Elle est presque approximative. Mais il y a des planètes qui peuvent tourner en une journée, ou d'autres en 30 jours, comme la Lune. La Terre tourne en 24 heures, la Lune tourne en faisant un seul tour, donc elle tourne en 29 jours, 12 heures et 793 secondes, c'est très précis ça. Alors, je pense que vous avez compris le système. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est une mécanique extraordinairement belle, merveilleuse. Regardez, ça tourne, et je n'y touche pas. On va se promener et on reviendra dans 8 jours, et ça tournera encore, ça continuera à tourner. Et maintenant, je voulais autre chose. Ça va encore tourner, je vais faire ceci. Parce que ça, c'est monté sur une pointe. La pointe ne tourne pas. Je vais faire dans l'autre sens maintenant. Voilà, et ça va continuer à tourner. Alors si ça ne marche pas, alors c'est vraiment, ma théorie ne vaut rien. Si elle marche, par contre, vous pouvez dire que ça fonctionne. On repose un petit peu, 2 minutes. Je vais arrêter de parler. On va admirer la chose. Regardez comme c'est beau. La galaxie qui tourne toute seule. Avec un tout petit moteur de rien, je fais tourner 15 aimants. 15 aimants, ou 14 aimants, je ne sais pas, oui, il y en a 14, 13, 14, il y en a 14. C'est formidable. Et j'essaie de les arrêter, ils ne veulent pas s'arrêter. Ils ne veulent pas s'arrêter. Ils devraient s'arrêter, bon sang de bonsoir. Non, ils ne veulent pas s'arrêter. Ils ne veulent pas s'arrêter. Et là, c'est pareil. Là, voyez-vous, je fais tourner le Soleil à l'envers. C'est pour expliquer les planètes rétrogrades. Parce que dans certains systèmes, vous avez par exemple la masse centrale qui tourne dans un sens, et les planètes qui se déplacent dans l'autre sens. Ah, vous allez dire, comment se fait-il? C'est pas possible. Mais si, c'est possible. Parce que ce ne sont pas les rotations qui comptent. Ce ne sont pas disons, le mouvement, comment on pourrait dire? Ce sont les rotations qui comptent, mais la recherche de polarité. Les rotations sont fonction de la recherche de polarité. Le pôle nord est recherché par le pôle sud est recherché par le pôle nord. Alors quand le Soleil tourne, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, eh bien il y a une recherche de polarité. Il n'y a pas une question de rotation dans un sens. Absolument. Non, c'est pas absolu. N'importe comment. Je vais vous montrer un truc. En plus, vous avez compris ça. C'est pas compliqué, vous l'avez compris. Je vais vous montrer encore autre chose avec ça. Tiens, il suffit que je donne un coup sur la table pour que la Lune c'est choquant. On regarde un petit peu. On va expliquer maintenant Uranus. Je vais vous montrer comment fonctionne Uranus. Alors, Uranus, c'est une planète qui se trouve en travers du plan de l'écliptique, vous allez comprendre. C'est le monde renversé. Uranus, c'est le monde renversé. Vous avez Uranus, au lieu de tourner comme ceci, ça c'est le plan de l'écliptique. Sur le plan sur lequel on peut calculer les éclipses. Soleil, Lune, etc. Le Soleil tourne comme ça, les autres planètes tournent comme ceci. Mais Uranus tourne comme ceci. Pourquoi? Parce que là, lorsqu'elle a été capturée par le Soleil, le Soleil tournait comme ceci. Uranus est arrivé dans le Soleil. Elle était presque en rotation synchronisée avec le Soleil. Ah, mais seulement, comme les forces magnétiques sont tellement puissantes, si vous avez un pôle qui fait ça, l'autre fait ça, automatiquement, Uranus s'est mise en rotation synchronisée avec le Soleil. Hein? Elle s'est mise en rotation synchronisée. Au lieu de tourner autrement, autour de l'écliptique, elle s'est mise à tourner en travers, comme ceci. En travers, en biais, en travers. Oui. Avec les satellites qui tournent toujours comme ça. Parce que le phénomène gyroscopique interdit le redressement de l'axe. Un gyroscope ne peut pas tourner comme ça, ne peut pas tourner comme ça. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience avec une roue de vélo, mais c'est extraordinaire. D'ailleurs, ça s'explique très bien, même en mécanique. Alors,
Vénus, Uranus tourne comme ceci, la Terre tourne comme cela, et comme les pôles magnétiques ne sont pas comment dire, exactement sur le pôle, il y a un mouvement comme ça, il y a un mouvement elliptique très important. Alors, ça c'est un détail, mais c'est quand même très intéressant de savoir que ce sont les pôles magnétiques qui sont synchronisés, et rien d'autre. Toute l'harmonie de l'univers est dans les pôles magnétiques. Alors là, voyez-vous, les rotations continuent comme il faut, mais étant donné que le Soleil tourne comme ceci, il a une petite tendance à freiner le Soleil, le ciel qui doit aller dans le sens. Il y a mais ça n'empêche pas qu'il continue à faire tourner la Terre et la Lune, ce système d'étoiles doubles, en synchronisme symétrique. Ce sont des aimants. Le Soleil est un aimant, ça c'est des aimants, la Terre est un aimant, la Lune est un aimant, les étoiles ici sont des aimants, ça c'est un aimant bien sûr. Ça c'est Saturne, c'est contrepoids, c'est un contrepoids pour le Soleil. Ah oui. Alors c'est intéressant de voir. Hein. On va arriver bien sûr à les arrêter comme ça, mais ils vont continuer à tourner. Pendant 8 jours, ils continueront à tourner, et le Soleil se remettra à tourner dans l'autre sens après. Le système se remettra à tourner dans l'autre sens. Mais dans l'espace, ce n'est pas rigide. Dans l'espace, c'est un système très libre. Très libre, c'est-à-dire pas de freinage, pas de... Si, il y en a des freinages énormément. Mais il y a une harmonie dans les rotations qui fait que les freinages sont compensés par des mouvements de réaccélération. Donc voilà, je vous propose un système extrêmement simple. Attraction-impulsion, harmonie de rotation, mouvement orbital. Qu'est-ce que ça veut dire? Un système à 3 pieds. Attraction-impulsion, système ternaire, c'est la Trinité. La Trinité dont les religions ont besoin pour se soutenir l'existence d'un Dieu. Hein, voilà. Attraction-impulsion, harmonie, mouvement orbital. 3 pieds. 3 pieds pour tenir debout. Alors c'est très intéressant parce que le mouvement orbital, ce n'est pas rien. Je vais le remettre à tourner. Il s'arrête un peu comme ça. Maintenant, je vais le remettre dans le sens. Je le remets dans le sens. Hein. Ils vont se remettre à tourner. Hein. Alors, il s'arrête un peu. Oui, c'est très intéressant dans le système planétaire. Parce que le mouvement orbital est justement la chose essentielle qui permet le mouvement perpétuel dans l'univers. Parce que ce n'est pas tout d'avoir une rotation. Ce n'est pas tout d'avoir une rotation synchronisée. Il faut aussi qu'il y ait un élément extérieur, c'est-à-dire chaque élément est extérieur à l'autre. Un élément qui entretient le mouvement. Celui-ci entretient... Je prends un élément. On va prendre un aimant. Où sont mes aimants? Quelqu'un a volé mes aimants? Ils sont là. Je retourne mes aimants. J'ai enlevé mon chapeau. C'est le plus beau jour de ma vie. Alors voilà. Alors, pendant que le Soleil tourne, la Lune, la Terre fait ça. Eh bien, c'est très intéressant à savoir parce que ce mouvement orbital, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus il va s'éloigner, plus il va se rapprocher de l'équilibre absolu, exactement, pour l'éternité, c'est-à-dire, à force de s'éloigner, il ne pourra plus aller plus loin, étant donné que les forces magnétiques ne permettront pas au satellite d'aller plus loin. Par contre, il va tourner sur son orbite, toujours à la même distance, en respectant toutefois une certaine chose, la position des pôles sur l'écliptique. C'est-à-dire, si c'est pas comme ça, si c'est comme ça, eh bien là, vous allez avoir tantôt éloignement, tantôt rapprochement, tantôt éloignement, tantôt rapprochement, tantôt éloignement. Et ce rapprochement est dû au fait que les pôles magnétiques sont en attraction préférentielle, alors que les répulsions sont en éloignement, en déperdition, en rétraction. Et à ce moment-là, vous allez avoir un mouvement orbital qui va se mettre comme selon les lois de Kepler qui disent, voilà, on peut les annoncer, le Soleil fait autour du Soleil, les planètes font autour du Soleil, un mouvement, ou la Terre fait autour du Soleil, un mouvement elliptique, dont le Soleil occupe l'un des foyers. Excusez-moi, non, pardon. Ah voilà, alors, dans le Kepler, vous avez ceci, le rapprochement de la Terre vers le Soleil et l'éloignement du Soleil. Le rapprochement et l'éloignement. Toutes les planètes sont comme ça. Et la Lune, c'est pareil autour de la Terre. On appelle des lois. Ce ne sont pas des lois, ce sont des constatations. Des constatations qui sont des constatations de ma théorie. C'est-à-dire des constatations qui viennent du fait qu'il y a sa rotation synchronisée
et des tas de mouvements qui sont différents selon les positions par rapport au plan écliptique. Uranus, comme ceci par exemple, hein, la Lune, un petit peu en biais. Alors, elle va s'éloigner la Lune, attention, elle s'éloigne de 20 000 km. Oh, de la Terre. Elle s'éloigne de 20 000 km de la Terre. Elle revient de 20 000 km. Elle s'éloigne encore à 20 000 km. Elle revient de 20 000 km. Toujours dans la même position. Par conséquent, si elle n'avait qu'une seule polarité, ce serait absolument impossible. Pour qu'il y ait rotation harmonieuse et tout, et avec, en continu, il faut absolument qu'il y ait double polarité qui ramène les pôles face les uns des autres. Sinon, une seule polarité, et puis ça fera n'importe quoi. Voilà. Deux polarités. Alors, je pense que vous avez compris. Et bien voilà, on va continuer par une petite démonstration de détails. On a vu en gros comment fonctionnait la mécanique universelle. On va tâcher de voir un petit peu de plus près toutes ces petites manœuvres qui sont intéressantes pour bien détailler le plus possible. Voilà. Donc je remonte mon ciel pendant un quart d'heure. Je fais tourner un aimant, n'importe lequel, ça peut être le soleil, ça peut être n'importe quoi. Uranus va tourner. Voilà. Ça c'est Uranus qui tourne tout à fait en travers du plan de l'écliptique. Presque perpendiculaire, là il n'y a pas de perpendiculaire. Mais Uranus tourne en biais, pas vraiment perpendiculaire, hein, comme ça, en biais. Hein. Alors, c'est le monde renversé. Alors donc ici, j'ai, disons le soleil. Alors tant que le soleil est comme ceci, bon, tout seul, il ne produit rien. Par contre, je fais ceci, automatiquement, j'ai la gravitation sans répulsion. Il n'y a plus de répulsion. Là. Alors pourquoi il n'y a plus de répulsion? Je vais vous expliquer tout de suite. Regardez bien, lorsque je fais tourner mes pôles en rotation synchronisée comme ça, vous remarquez une chose, les deux pôles blancs sont toujours à la même distance. Les deux pôles noirs sont toujours à la même distance. Alors, un coup vous poussez, un coup vous éloignez pour laisser le mouvement, pour faciliter le mouvement. Un coup vous poussez, un coup vous éloignez. Ce qui fait que l'effet répulsif, je ne dis pas la répulsion, l'effet répulsif disparaît. Il ne reste plus que l'attraction entre les deux pôles qui se rapprochent, ici, et des gravitations. Il ne reste plus que ça, attraction des gravitations. Alors que les pôles en rotation synchronisés, dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ils se rapprochent l'un de l'autre comme ça, qui sont synchronisés, c'est-à-dire qu'ils sont toujours à la même distance, ces deux pôles-là qui sont en répulsion, disparaissent complètement. Il n'y a plus de répulsion. C'est intéressant. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé pour vous expliquer tout ça, mais vraiment, c'est très intéressant. Alors, nous avons ici, donc, ici, j'ai de la gravitation et pas de freinage. Alors, comme je vous l'ai montré, je peux taper dessus. Je tape dessus, ça ne peut pas s'arrêter. Le moteur entraîne un aimant, il ne ferait pas ça. C'est le champ magnétique qui est en train de faire. Donc, ici, il faut que maintenant, j'essaie de l'arrêter. Eh bien non, il ne veut pas s'arrêter. Hein. Et maintenant, je vais tourner dans l'autre sens. Et c'est pareil, et ça marche toujours. Et ça ne devrait pas tourner. Et ça tournera des millions d'années s'il le faut. Voilà. Ce n'est pas un mouvement perpétuel, il y a ici un ressort. Mais je peux vous montrer que par champ magnétique, on obtient exactement ce qui se produit dans l'espace entre deux aimants qui tournent en rotation synchronisée. C'est très 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 important, c'est toute l'harmonie de l'univers qui est rassemblée dans ce système. Et Uranus, que je fais tourner comme ceci, vous faites pareil. Voilà. Alors vous avez l'attraction, vous avez la dégravitation, vous avez l'accélération des vitesses, la production d'énergie, vous avez le système Terre-Lune, tout à l'heure je vous ai montré le système Terre-Lune qui est là, ça c'est le système Terre-Lune, regardez, vous voyez ce que fait la Lune. Voilà ce que fait la Lune, regarde ce que fait la Lune. Vous voyez ce que fait la Lune. Ce mouvement vibratoire que j'ai expliqué tout à l'heure, ce mouvement d'approche et de recul, voyez-vous, ce mouvement d'éloignement, de rapprochement, en même temps de balancement qu'on appelle la libration lunaire. C'est Galilée qui a découvert ça, c'est formidable, c'est un type extraordinaire. Que je pense qu'on a voulu le massacrer parce qu'il n'était pas d'accord avec la religion à l'époque. Qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est comme ça, les hommes sont comme ça, tant pis, c'est comme ça. Ah ben ça tombe. Alors ça c'est pour le petit système. Donc nous avons Uranus, nous avons la Terre et la Lune, nous avons l'accélération, la suppression du freinage magnétique, et la suppression de la répulsion,
nous avons la production d'énergie, c'est très important pour la production d'énergie. Vous allez voir comment on produit. Voilà, ça ne veut pas s'arrêter, donc ça va. Et même dans l'autre sens, si on fait comme ça, je vais faire tourner en rotation synchronisée. Il faut qu'ils soient en harmonie, voilà. Alors c'est pareil, si je veux arrêter, oui, il ne veut pas s'arrêter. Il continue à tourner. Voilà, et dans la galaxie, c'est pareil. Vous avez ici un système. Je crois qu'il y a la lumière là, il y a l'ombre. Ouais, c'est plus comme ça. Alors ma galaxie, ben, c'est ça. Hein, c'est pareil. J'essaie de l'arrêter. Et ça continue. Et ça ne veut pas s'arrêter. En fait, c'est la Lune. La Lune ici qui fait ce mouvement, ce balancement. Elle est là, elle est là aussi. Et elle est là-bas aussi, quand je fais tourner le système. Voilà. Formidable, ça. On va remettre ça en route maintenant. Alors ça, c'est la galaxie. Alors, toutes les étoiles tournent en rotation synchronisée. C'est pas la peine de vous le expliquer sans frais. Vous avez compris que lorsque la Terre tourne en 24 heures, le Soleil, le noyau central du Soleil, le noyau central du Soleil tourne également en 24 heures, et toutes les étoiles de la galaxie, des 100 milliards d'étoiles, tournent en rotation synchronisée. Oh, il y a bien des choses à vous expliquer encore. Sur la lumière, par exemple. Je vais bien vous expliquer un petit peu ce qu'est la lumière, la lumière. Ça vaut la peine. Qu'est-ce que c'est que la lumière? Ce n'est pas un ensemble de photons qui se déplacent. Simplement, ce sont des ondes magnétiques. Ce sont des vibrations magnétiques. Les planètes qui tournent sur elles-mêmes ont des rotations, des vibrations par leur fréquence, par les atomes et par les noyaux centraux, par les noyaux naissants, qui produisent des ondes. Hein. Seulement, elles sont des milliards à se grouper entre elles. Alors, toutes les ondes qui sont comment dirais-je, qui vous arrivent des étoiles, et que vous recevez ici, eh bien, vous recevez non pas des photons. Le photon n'existe pas. On a donné un prix Nobel à Einstein pour le photon. Pourquoi pas? Mais le photon n'existe pas. Le photon, qu'est-ce que c'est que le photon? Le photon, c'est simplement ceci. Lorsque, par exemple, vous avez l'énergie qui se déplace, lorsqu'elle se déplace, au moment où elle fonce dans l'espace, elle voudrait partir à vitesse infinie. Justement, au lieu de partir à vitesse infinie, elle se heurte à la masse qu'elle crée dans sa fuite. Parce que la masse, l'énergie magnétique n'a pas de masse en soi. Mais quand elle se déplace, elle crée contre elle une masse virtuelle, qui est ce qu'on appelle une force d'inertie, une énergie cinétique. Cette énergie cinétique freine la vitesse de rotation, la vitesse de transmission de l'énergie. Alors, l'énergie voudrait partir de l'étoile à vitesse infinie, mais elle est bloquée, elle est freinée par la masse qu'elle crée dans cette fuite. Ce qui fait qu'elle part à 300 000 km par seconde. Attends, je vais quand même revenir un petit peu en arrière. Cette explication que je viens de vous donner est valable lorsque, par exemple, on ajoute de l'électricité, on ajoute une énergie dans une ampoule électrique, par exemple. Alors vous avez une ampoule électrique, alors cette ampoule électrique, par exemple, vous ajoutez de l'énergie. Elle va devenir lumineuse. Mais cette lumière qui est créée ici, ce n'est pas une énergie naturelle, ce n'est pas une énergie normale, c'est quelque chose qu'on a ajouté. On a ajouté quelque chose dans la lampe. Par conséquent, cette énergie, elle est en supplément. C'est-à-dire que c'est un rajout, c'est quelque chose d'un supplément. Donc cette énergie va partir dans l'espace, mais elle va atteindre ces 300 000 km par seconde. C'est elle seulement qui va atteindre ces 300 000 km par seconde en fuyant dans l'espace. Parce que cette énergie, en supplément, qui va chercher à fuir pour se répartir dans l'infini. Mais par contre, lorsque c'est une étoile qui donne une certaine luminosité, parce que vous voyez à distance une grande étoile, avec la lumière, vous dites qu'est-ce qu'elle brille. Alors vous dites, en physique, en astrophysique, vous dites, cette étoile était là il y a 100 millions d'années, ou 100 000 ans. Alors, sa lumière nous arrive aujourd'hui, mais cette étoile était là il y a 100 000 ans. Eh bien non.
à l'instant même où vous recevez la lumière, l'étoile se trouve à l'endroit même où elle se trouve, où vous la voyez. Pourquoi? Parce que la lumière qui vient de l'étoile n'est pas une énergie qu'on rajoute, c'est une énergie spontanée, c'est la vibration elle-même, et cette vibration est spontanée, ce n'est pas quelque chose qu'on a rajouté, comme dans une ampoule électrique. Dans une ampoule électrique, on ajoute un courant, un potentiel. Tandis que dans une étoile, on ne rajoute rien, elle est simplement cette vibration. Et cette vibration vous arrive à l'instant même où vous la voyez, là où elle est là, à l'endroit où vous la voyez. Alors que l'astrophysique vous dit, elle était là à 100 millions d'années. Non, c'est pas vrai, 100 000 ans, c'est pas vrai. Elle est là en ce moment. Et vous la voyez aujourd'hui, là où effectivement vous la voyez. Ça, c'est très important. Et la physique ne veut pas y croire, mais elle y viendra. C'est très bien.